Cette semaine, Benoît Lapierre, politologue, va nous éclairer sur le conflit entre Téhéran et Washington. Benoît, bonjour. Bonjour Marie-Ève. Les États-Unis ont annoncé lundi des sanctions contre le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, et plusieurs hauts gradés des gardiens de la révolution frappant la tête de la République islamique pour faire encore monter la pression sur Téhéran. Donald Trump accuse l'Iran de chercher à se doter de l'arme nucléaire et d'être un parrain du terrorisme qui a signé le décret gelant les avoirs iraniens. Benoît, tu voulais d'abord revenir un peu sur les origines des tensions. Oui, en effet, je trouve que c'est important de revenir quelques années en arrière pour avoir un portrait d'ensemble des situations. La situation commence en 2015 quand l'Iran avait signé un accord qui a été très longuement négocié avec le monde occidental, un accord qui stipulait que l'Iran arrêtait son programme nucléaire militaire en échange de quoi la communauté internationale, les États-Unis et l'Europe en tête, allait lever les sanctions de l'ONU contre l'Iran. Ça a été un des grands succès de la diplomatie d'Obama et l'Europe avait été très engagée dans les négociations pour trouver un accord qui permettait aux deux parties d'être satisfaits. Ça a été une des promesses de campagne de Donald Trump, justement en 2015. Donald Trump avait qualifié cet accord-là de pire accord de l'histoire et avait promis de revenir sur la signature s'il était élu. Un an après son élection, Donald Trump a sorti unilatéralement de cet accord-là et a aussi voté des nouvelles sanctions contre le régime iranien et en plus d'avoir durci un embargo économique sur les exportations de pétrole iranien. Là-dessus, si je pouvais être d'accord, ou en tout cas trouver une certaine logique dans la diplomatie Trump par rapport à la guerre commerciale en Chine, là-dessus, Trump est vraiment isolé dans ce dossier-là. Suite à son élection, Trump a tenu promesse et a sorti unilatéralement de ce traité-là avec l'Iran. Et en plus de sortir de ces accords-là, il a même voté des nouvelles sanctions économiques contre l'Iran. Là-dessus, après ça, la tension a commencé à monter. On se rappelle la semaine passée qu'il y a 2 pétroliers qui ont été attaqués en mer d'Oman et les États-Unis ont tout de suite accusé l'Iran d'être les responsables de cet attentat-là. À cette réponse-là, Trump a envoyé 1 millier de nouveaux soldats dans la région. Faut quand même relativiser parce que c'est pas avec 1000 soldats que la situation va changer. Juste pour vous donner une idée, un ordre de grandeur, lors de la guerre d'Irak, les États-Unis ont mobilisé 300 000 soldats. Donc 1000 soldats, ça compte peu dans la balance. Bien sûr, le régime iranien n'est pas resté de glace à ces nouvelles pressions-là et a décidé de continuer son programme nucléaire militaire. Il faut savoir que toute cette pression-là, ça se passe dans un climat préélectoral aux États-Unis. Trump pense déjà à son réélection en 2020 et ça fait partie d'une des promesses qu'il voulait mettre à son bilan pour les élections. Il faut savoir que dans le dossier, les États-Unis sont quand même assez isolés. La plupart des grands pays du monde, si on pense à l'Allemagne, la France, les Royaumes-Unis, sont d'accord pour maintenir l'accord. Ils disent que de leur côté, l'Iran a suivi les termes du contrat et c'est vraiment les États-Unis qui veulent sortir unilatéralement de l'accord. Et en faisant monter la pression, est-ce que Trump fait la même stratégie qu'avec la Corée du Nord, par exemple? Est-ce que ça porte fruit? Oui, on peut faire quand même un certain parallèle avec les événements qu'on a vus il y a maintenant environ 1 an avec la Corée du Nord. Ce sont 2 pays qui sont construits vraiment contre les États-Unis. La Corée du Nord lors de la guerre de Corée, le régime iranien lors de la révolution islamique qui a renversé le Shah d'Iran. Il y a ça, sauf que la région du monde où le conflit fait rage, entre guillemets, le conflit est larvé, est vraiment un endroit stratégique dans le monde. Quand on parle du détroit d'Ormuz, c'est vraiment la clé de voûte du énergétique mondiale. Juste en 2018, il y a 20 millions de barils par jour qui passent par ce détroit-là. Ça, c'est 20 millions de barils par jour, c'est environ 20% de la consommation mondiale de pétrole. Et quand on parle juste de pétrole qui voyage par bateau, c'est un gros tiers de la production mondiale qui passe par ce détroit-là. On peut aussi penser que c'est aussi une ligne d'approvisionnement pour le gaz liquéfié. Un tiers de la production mondiale de gaz liquéfié passe par le détroit d'Ormuz. Donc c'est vraiment un coin sensible. Il y a beaucoup de monde dans la région. On peut juste penser avec les conflits qu'il y a en Syrie, en Irak, il y a l'Israël qui est tout le temps sensible, il y a les Russes, il y a les Chinois, il y a les Européens. C'est un coin extrêmement sensible, qui a beaucoup de militaires, il y a beaucoup d'enjeux. Donc, comparativement à la Corée du Nord, où la Corée est relativement isolée dans un coin, avec des gros pays sur le côté qui peuvent jouer le rôle de gendarme, on peut penser à la Chine, la Russie, il y a le Japon. Dans ce coin-là, c'est plus une myriade de petits pays avec beaucoup d'intérêts
intérêts différents, donc la situation peut être quand même plus explosive dans cette région-là qu'en Corée du Nord. Aussi, hier, des responsables américains ont affirmé qu'une cyberattaque ordonnée par la Maison-Blanche avait neutralisé des systèmes de lancement de missiles iraniens. Est-ce que c'est les mêmes missiles qui avaient abattu un drone lundi? Oui, exactement. C'est exactement les mêmes missiles qui ont été utilisés pour abattre un drone lundi. Du côté iranien, ils l'ont pas nié qu'il y a eu une cyberattaque venant des États-Unis, mais ils ont dit qu'ils ont réussi à stopper l'attaque. On n'a pas vraiment moyen de vérifier. Si on parle de cyberguerre, c'est un jeu de chat et la souris. Tout le monde cache son jeu et il n'y a pas vraiment moyen de vérifier. Quelque chose qui est intéressant, c'est que le ministre des Télécommunications iranien n'a pas nié qu'il y a eu une attaque. Donc, on peut être sûr qu'il y a eu une attaque. Ensuite, les résultats de cette attaque-là, c'est dur à vérifier. Justement, vu que c'est difficile à vérifier, dans le même communiqué, le ministre iranien avait parlé de 33 millions d'attaques en 2018 qui ont été perpétrées et que la plupart ont été bloquées. C'est pas la première fois que les États-Unis utilisent l'arme électronique contre Téhéran. On peut penser en 2010 avec le virus Sputnik qui affectait les centrifugeuses iraniennes dans le cadre du programme iranien pour le nucléaire. Donc, c'est quelque chose qui est utilisé. Et encore pour revenir sur les élections en 2020, on peut penser que c'est un petit peu de la communication politique intérieure quand les États-Unis, quand les Américains communiquent sur ce genre d'attaque-là. Voici, la pression monte, on met plus de pression sur Téhéran, notamment par le moyen informatique. Donc, c'est un autre dossier qu'on va suivre de très près. Benoît Lapierre, merci beaucoup. Merci à vous.